Merci beaucoup. On va pouvoir du coup exploser le timing sur la cornée et le glaucome. Merci beaucoup Clémence et à tout le comité d'organisation et au laboratoire. Donc je vous ai préparé un petit panorama des indications et techniques en greffe de cornée. Donc les principales indications, ça va être les opacifications cornéennes, les déformations des ectasies, avec baisse d'acuité visuelle bien évidemment. La majorité des greffes, c'est des décompensations endothéliales, Guttata, Fuchs ou secondaires post-cataracte, post-glaucome. Les kératocones, on les greffe de moins en moins avec l'avènement du cross-linking, mais aussi des anneaux intracornéa et maintenant des KERS, qui sont vraiment des solutions à nos patients beaucoup moins à risque que ce qu'on avait avec les anneaux en PMMA. Les séquelles de kératite qui seront les plus à risque de rejet, mais malgré tout qui peuvent se retrouver avec des cicatrices invalidantes qui seront des bonnes indications de greffe. Après un traumatisme perforant et les regreffes. Donc les contre-indications à la greffe, en voici quelques-unes. Ça va être la néovascularisation cornéenne. Comme vous le savez, la cornée, c'est avasculaire. Donc en cas de néovascularisation, il va y avoir une perte du privilège immunitaire de la cornée et les vaisseaux qui vont venir apporter des lymphocytes et être à risque de rejet. La photo, celle-ci, c'est un patient qui avait une brûlure qui a été adressée suite à une greffe parce que après une brûlure et une insuffisance en cellules souches limbiques, on va avoir une récidive de l'insuffisance en cellules souches limbiques et des nécroses cornéennes. Et ici, on voit même son implant qui était à moitié sorti. Et encore un autre cas d'insuffisance limbique avec un panus, néovascularisation. Donc attention, c'est des patients qu'il faudra soit ne pas greffer, soit utiliser des techniques au préalable de greffe limbique ou d'autres techniques chirurgicales. Donc tout d'abord la kératoplastie transfixiante qui, même si a de moins en moins de place avec les greffes lamellaires, garde quelques bonnes indications. Donc par exemple celle-ci, un petit cas clinique d'une femme de 59 ans qui consulte avec des douleurs aux urgences brutales. Donc, elle a un glaucome à angle étroit, une pression élevée, une acuité effondrée. Donc, une pression à 50. On voit son UBM qui montre une flèche cristallinienne très élevée, l'iris qui est basculé en avant, l'angle qui est fermé. Donc là, ça va être une hospitalisation, mannitol, Diamox, etc. Et assez vite, on voit que malgré la normalisation de la pression, elle a décompensé et fibrosé sa cornée. Donc la seule option thérapeutique, ça va être la triple procédure, donc la kératoplastie transfixiante avec extraction du cristallin à ciel ouvert. Ça reste, je pense, l'indication prioritaire dans ce cas. De faire une phaco alors qu'on a très peu de visualisation, ce serait assez risqué dans son cas. Avec une greffe lamellaire postérieure, ce pas des patients qui ont c'est des patients assez à risque, en tout cas, d'opter pour des chirurgies, on va dire, moins invasives. Donc on reste sur une bonne vieille triple procédure où on extrait le cristallin uniquement avec la pression de l'hydrodissection et on va aller faire une greffe suturée par soit des points séparés, soit, voilà, on va laver après à ciel ouvert. Voilà. Donc vous voyez son gros cristallin qui a poussé l'iris en avant et provoqué son blocage, sa fermeture de l'angle et son bloc pupillaire. Donc on va après laver les masses avec une IA à ciel ouvert. Et on peut implanter également ici à ciel ouvert. Donc, chez cette patiente qui était, on va dire, plutôt jeune, avec un cristallin assez gros, mais pas non plus énorme, j'ai pas fait de refend sur le capsulorhexis, sinon je pense qu'il est préférable de faire quelques traits de refend si on ne veut pas avoir le rhexis qui file en postérieur. Donc voilà, après c'est des sutures classiques. Un petit mot pour dire que nos microscopes maintenant permettent de faire, avec leur kératoscope intégré, des gestions de l'astigmatisme péropératoire bien meilleures que ce qu'on pouvait avoir avant. Donc là, vous voyez la projection kératoscopique ovale. Donc c'est que le méridien horizontal est
est trop plat, donc il va falloir resserrer. Donc on a maintenant des meilleures gestions de l'astigmatisme. La CLAP, donc la greffe lamellaire antérieure profonde, DALC ou CLAP, kératoplastie lamellaire antérieure profonde. Donc les principales indications, ça va être les kératocones, les cicatrices, notamment les cicatrices de corps étranger trop profondes pour un laser, les dystrophies, et tout ça, bien évidemment, après échec d'adaptation en lentille, parce que c'est souvent des patients qu'on va commencer par adapter en lentille, comme sur la photo de gauche, ou un kératocone qui sera d'abord adapté en lentille. Donc maintenant, toutes mes DALC, je les prépare au laser femtoseconde, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire le premier flap de 200 microns qu'on va enlever. Et surtout, l'intérêt majeur de la préparer au laser femto, c'est de faire le tunnel pour injecter l'air, donc pour faire la fameuse big bubble, qu'on va pouvoir vraiment positionner en prédécémétique à 50 microns. On peut même se mettre voilà, très très près de la décimètre à 50 microns. Et depuis qu'on fait ça, maintenant, on a vraiment un bien meilleur taux de succès des DALC big bubble, où voilà, donc là, on enlève le premier flap qui a été prédécoupé au laser. Donc là, c'est tout simple. Mais surtout, le gros avantage pour ceux qui font des DALC, c'est qu'on a un tunnel qui est bien positionné. Parce que la difficulté dans cette chirurgie, c'est d'avoir le tunnel vraiment prédécémétique. Si on est trop superficiel ou trop profond, on risque soit de ne pas être efficace, soit de perforer. Vous voyez ici, avec le live OCT, quand je vais injecter l'air, on voit l'aérodissection. Voilà, ceux qui ont vu là, on a vu à un moment donné, là, ah zut, je suis passé trop vite. Je suis passé trop vite et je ne pourrais pas revenir où j'en étais. Dommage. Ouais, juste pour finir la chirurgie. Mais bon, je ne sais pas si c'est faisable. C'est sûr que là, au milieu de la vidéo, je peux pas te mettre. Ah, merci, Igal. Voilà, si tu peux te mettre juste là, oui, un tout petit peu avant. Ah, trop sympa, merci. Donc voilà où on en était. Donc une fois qu'on a fait la dissection, on a planté. Bon, il y en a trop demandé, mais c'est pas grave, c'est la plus belle image. Dommage pour le timing. Bon, c'est pas grave, je vais continuer comme ça sans diapo. Donc, une fois qu'on a fait l'aérodissection, on se retrouve avec l'endothéliodesmète et après, on va aller prendre un greffon, peler son endothéliodesmète et faire une suture par des points séparés. Bon, je ne reviens plus en arrière. Okay. Voilà. Non, ça c'est avant, on remonte. Encore 2 diapos. Voilà, bon, ça y est. Le cas clinique maintenant pour passer au greffe lamellaire postérieur. On peut relancer le diapo. Merci quand même, Yael. Donc les greffes lamellaires postérieures, donc la principale indication, ça va être la décompensation endothéliale, les classiques symptômes de flou visuel matinal, éblouissement, halo, l'œdème de cornée qu'on va pouvoir observer en OCT. Voilà, donc la dystrophie de Fuchs, ça reste notre principale indication, avec cette cornée aggutata diffuse et l'œdème qui décompense. Donc après, différentes techniques, soit de la DIMEC, soit de l'ultrafine dissec. Je pense que, voilà, donc ici c'est un exemple d'une ultrafine dissec. Avec maintenant les contrôles OCT, on arrive à faire des greffons vraiment très très fins et des techniques qui, on va dire, allient le meilleur des deux mondes, de la DIMEC et de la dissec. Donc là, c'était une chirurgie combinée. Voilà, donc une fois qu'on a fait sa phaco, on va resserrer la pupille, faire un endothéliodesmétorhexis. Voilà. On vérifie qu'on a bien tout enlevé. Et après, différentes techniques, mais on peut soit utiliser des injecteurs, soit utiliser la technique que je fais avec, on va tracter notre greffon, ce qui permet d'éviter de faire des trop grosses incisions avec les injecteurs. Donc voilà, c'est une technique d'ultrafine dissec que j'aime bien, qui est assez reproductible, surtout assez rapide.
et pas trop galère. Voilà, et la bulle d'air. Voilà, bon, le débat entre les deux reste entier, mais en tout cas, au long cours, on a des excellents résultats dans les deux techniques. Et enfin, pour terminer, quand la greffe allogénique est contre-indiquée, donc là, je ne peux pas m'empêcher de vous en parler parce que ça reste, c'est ma passion depuis maintenant quelques années. Donc, on va voir soit des patients qui vont avoir des séquelles de brûlure, de Lyell, Stevens-Johnson, ou ici, par exemple, d'un trachome. Donc, ici, ça va être... en cas de surface oculaire préservée, une kératoprothèse de Boston type 1. Mais en cas de surface oculaire détruite, ici, comme après une brûlure, Lyell, Stevens-Johnson principalement, la seule option, c'est l'ostéo-odonto-kératoprothèse, d'où je vous ai mis une vidéo super short de 2 minutes pour rester dans le timing. Alors, voilà, on va essayer de la démarrer. Merci. Donc c'est une chirurgie qu'on fait en double équipe avec les CMF. Donc le principe d'une kératoprothèse, c'est une optique transparente en PMMA et une jupe qui s'adresse aux patients les plus sévères comme ce jeune patient Lyell que je vais opérer le mois prochain. Donc comme je vous l'ai dit, en cas de surface oculaire préservée, ce sera une Boston Capro américaine qui marche bien, mais en cas de surface oculaire détruite, ça va être une ostéo-odonto-kératoprothèse. Voilà, principales indications, brûlure Stevens-Johnson Lyell. Les gougereux terminales avec xérophthalmie, les pemphigoïdes oculaires cicatricelles, c'est aussi des indications qui sont assez difficiles parce que c'est des yeux inflammatoires. Donc ici, soit on prend un fragment d'os tibial chez les patients qui n'ont pas une assez bonne dentition, soit on va aller prélever une canine avec sa racine. Voilà, donc cette canine, on va la perforer en son centre et on va aller coller notre optique en PMMA. Et cet ensemble qui forme la kératoprothèse, on va aller l'enfouir dans une poche orbitaire sous-palpébrale. Lors de ce premier temps opératoire, on va aller débrider toute la surface, toute la fibrose, faire une petite kératectomie superficielle pour enlever l'épithélium et toute la fibrose, et aller suturer un lambeau de muqueuse buccale pour aller reconstruire la surface oculaire du patient. On attend 3 mois. Et 3 mois plus tard, on va aller récupérer notre kératoprothèse qui se sera encapsulée d'une fibrose et stérilisée. On va aller soulever notre muqueuse buccale, faire une kératectomie centrale au diamètre de la kératoprothèse, l'iridectomie totale, il faut enlever l'iris qui est pro-inflammatoire, attendre un peu que ça s'arrête de saigner, faire l'extraction intracapsulaire du cristallin à la cryode, pour ne pas laisser de capsule ou de résidus capsulaires, une petite vitrectomie antérieure ou selon les équipes qui le font dans le monde, une vitrectomie complète. Et on va aller suturer notre kératoprothèse. Voilà, et enfin, remettre en place la muqueuse et libérer l'optique. Voilà, donc c'est un long parcours pour les patients comme pour nous, mais avec des résultats qui peuvent être vraiment, vraiment chouettes pour eux et des gains d'autonomie. Et surtout des rétentions de kératoprothèse qui peuvent être excellentes au long cours. Voilà pour terminer ce que j'avais ici. Voilà. Merci Vincent, très belle communication, très belle vidéo technique complexe et impressionnante. Et on va laisser la parole sur le même sujet, je pense qu'on pourra grouper la discussion, au docteur Nicolas Diaz qui va nous parler de la gestion post-opératoire des greffes de cornée en cabinet de ville. Nicolas.